Un soir, ma fille m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Elle m'a demandé si je me souvenais du moment où elle était morte. C'est une histoire qui concerne ma sœur. Depuis toujours nous l'avons surnommée le bébé génie, car elle avait une façon de voir le monde qui ne ressemblait pas à celle des autres enfants. Elle a toujours eu quelque chose d'étonnamment mature, comme si elle portait en elle une mémoire ancienne, une sorte d'âme déjà vieille malgré son jeune âge. Je me souviens d'un moment très précis, elle devait avoir 4 ans. Elle jouait tranquillement dans une autre pièce pendant que ma mère rangeait et nettoyait la maison. Tout semblait normal, puis soudain ma sœur est entrée dans la pièce où se trouvait ma mère. Elle s'est arrêtée, elle a froncé légèrement le nez comme si elle percevait quelque chose d'étrange, et d'une voix très sérieuse elle a demandé à ma mère si elle avait été en train de nettoyer, parce que selon elle l'air sentait fortement l'éther. Pas l'éther dont on parle dans les livres de sciences pour enfants, mais bien celui utilisé comme anesthésiant chirurgical au temps de la guerre de Sécession. Ma mère et moi nous sommes regardés avec étonnement, parce qu'à cet âge-là il était impossible pour un enfant de connaître ce mot, encore moins de reconnaître une odeur à laquelle elle n'avait jamais été exposée. Moi-même je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. Intrigués, nous lui avons demandé comment elle pouvait savoir ce qu'était l'odeur de l'éther. Elle nous a répondu avec une désarmante simplicité, que c'était ce qu'elle utilisait pendant la guerre, quand elle était infirmière dans son autre vie. En 1926, dans une maison modeste de Delhi, naquit une petite fille nommée Shanti Devi. Dès les premières années de son enfance, ses parents constatèrent qu'elle n'était pas comme les autres enfants de son âge. Tandis que les autres petits apprenaient à parler en balbutiant des mots simples, Shanti prononçait déjà des phrases étonnantes qui semblaient appartenir à une autre vie. Elle disait qu'elle n'était pas vraiment leur enfant et qu'elle avait un mari et un fils qui l'attendaient dans une autre ville appelée Mathura. Au début, ses parents crurent qu'il s'agissait de l'imagination d'une enfant. Mais les détails se multiplièrent. Shanti parlait de vêtements traditionnels qu'elle n'avait jamais vus à Delhi. Elle racontait la couleur des murs de sa maison passée, les dispositions des pièces et même des objets de la vie quotidienne qui n'avaient rien à voir avec son environnement actuel. Un jour, elle déclara que son mari s'appelait Pandit Kedarnath Chobey et qu'il était commerçant à Mathura. Elle donnait aussi le nom de la rue où se trouvait sa maison et affirmait qu'elle était morte en couches, laissant derrière elle un fils en bas âge. À mesure que les années passaient, ces récits devinrent si précis que les enseignants et les voisins en parlèrent dans tout le quartier. Son cas finit par parvenir aux oreilles de personnalités importantes, et même Mahatma Gandhi s'y intéressa. Une commission d'enquête fut alors formée. Elle était composée de 14 personnes, parmi lesquelles des journalistes, des avocats et des hommes politiques. Leur objectif était de vérifier si les souvenirs de la petite fille pouvaient correspondre à une personne réellement vécue à Mathura. Le jour où Shanti fut conduite à Mathura, tout le monde observait avec attention son comportement. Lorsqu'elle descendit du train, elle parut bouleversée et déclara reconnaître immédiatement les rues. Elle se mit à guider les adultes, comme si elle connaissait chaque détour. En marchant, elle s'arrêta devant une maison et annonça que c'était là qu'elle avait vécu. Les habitants confirmèrent que cette demeure appartenait bien à Kedarnath Chobey, dont l'épouse, Lugdi Devi, était morte 10 ans plus tôt après la naissance de leur fils. Lorsque Shanti rencontra l'homme qu'elle désignait comme son mari de sa vie passée, elle baissa la tête avec pudeur, exactement comme l'aurait fait une femme mariée selon les traditions indiennes de l'époque. Mais le moment le plus bouleversant fut sa rencontre avec le fils de Lugdi Devi. Elle le prit dans ses bras et le berça en pleurant, comme si elle retrouvait un enfant qu'elle avait perdu depuis longtemps. Les enquêteurs posèrent de nombreuses questions. À chaque fois, Shanti donna des réponses précises sur des détails de la vie de Lugdi que seule cette dernière aurait pu connaître. Elle mentionna même des habitudes intimes et des secrets de famille qui laissèrent Kedarnath sans voix. Le rapport de la commission conclut qu'il existait dans cette affaire des éléments qu'aucune explication rationnelle ne pouvait justifier. Tout au long de sa vie, Shanti continua à affirmer qu'elle était bien la réincarnation de Lugdi Devi. Elle ne renia jamais ses souvenirs et devint une figure incontournable dans les discussions sur la réincarnation en Inde. Des chercheurs, des psychologues et des écrivains étudièrent son cas,
certains cherchant des explications spirituelles, d'autres tentant d'y voir une construction inconsciente. Mais pour ceux qui avaient vu de leurs propres yeux la petite fille reconnaître sa maison, sa famille et ses proches d'une autre vie, aucun doute n'était possible. Je ne sais pas avec certitude si j'ai eu des vies antérieures, mais je suis très intuitive et un peu clairvoyante. J'avais autrefois un CD de méditation sur les vies passées qui aidait à se connecter à d'éventuelles réincarnations. Une fois, j'ai eu la vision d'une vie très solitaire. J'étais une belle femme blonde, mariée, vivant dans une grande maison. En apparence, tout semblait parfait, mais j'étais profondément triste et seule. Je ne pouvais pas avoir d'enfants et mon mari était très distant. Je n'avais personne à qui parler, personne avec qui partager quoi que ce soit. Je passais mes journées assise dans la maison, à me regarder dans le miroir. Mon nom était Sarah. Ce qui est intéressant, c'est que dans ma vie actuelle, quand j'avais environ 3 ans, ma tante venait d'adopter un chat et m'avait demandé quel prénom lui donner. J'avais aussitôt répondu Sarah, et c'est devenu son nom. Une autre fois, un peu plus âgée, à la bibliothèque, la bibliothécaire préparait des badges avec les prénoms des enfants. Quand ce fut mon tour, j'ai dit « Sarah » et à ce moment-là j'étais absolument convaincu que c'était mon prénom. J'étais comme en transe. Ma mère m'a corrigé, ce qui m'a ramené à la réalité, mais je n'ai jamais oublié à quel point ça me semblait juste. Dans cette vie-là, j'ai envisagé plusieurs fois le suicide. J'en avais peur, mais après 15 ans de chagrin, j'ai fini par céder. J'ai avalé un grand nombre de pilules et je me suis endormi. Je me souviens être tombé dans un sommeil profond, puis avoir quitté mon corps. Certains disent qu'il existe un enfer spécial pour ceux qui mettent fin à leur jour. Moi, à travers la méditation et la clairvoyance, j'ai compris que j'ai erré environ 1 an avant d'être réincarné dans une nouvelle vie humaine, celle que je vis aujourd'hui. Beaucoup du karma que j'ai porté vient de cette existence-là. J'ai grandi dans une famille très distante sur le plan émotionnel, et j'ai souvent ressenti solitude et tristesse. C'est un combat constant pour moi d'arriver à me sentir connectée et joyeuse. Une autre vie dont j'ai conscience s'est déroulée à l'époque de la grande peur des sorcières aux États-Unis. J'étais une femme en robe longue et bonnet, vivant dans une maison solide avec mon père. La vie était simple, rythmée par les corvées et les soins que je lui apportais. Cela me suffisait. Un jour, alors que j'étendais du linge dehors, un homme s'est approché dans mon dos. Il était sale, puait l'alcool. Je l'ai entendu au dernier moment. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, il tendait déjà les bras pour m'attraper. J'ai attrapé un outil tranchant près de moi et je le lui ai enfoncé dans la poitrine. Il est tombé à genoux, surpris, puis s'est effondré face contre terre. J'ai pris peur, j'ai couru dans la maison et je me suis enfermé dans ma chambre en pleurant. Je savais que ce que j'avais fait allait me coûter cher. Peu importait que ce soit de la légitime défense, j'étais une femme, et cela comptait peu à cette époque. Ils sont venus me chercher 2 jours plus tard. Ils m'ont poussé dans une carriole et emmené sans dire un mot. On m'a enfermé dans une cellule sombre, sans lit, sans eau courante, avec très peu de lumière. La peur que j'ai ressentie est indescriptible. Je savais que ma fin approchait et que je n'y pouvais rien. Je passais mon temps recroquevillé, à essayer de tout bloquer. De temps en temps, un homme passait et jetait un morceau de pain entre les barreaux sans un mot. J'y suis resté environ 1 semaine. Puis ils sont venus, m'ont mis un sac en toile sur la tête et m'ont traîné dehors. Je savais que le soleil brillait, je le sentais sur ma peau. On m'a fait monter sur une estrade, puis j'ai senti une corde rugueuse autour de mon cou. J'ai compris. J'ai tenté de trouver la paix, mais la panique a pris le dessus. Un homme a prononcé quelques mots que je n'ai pas entendus. Puis je me suis retrouvé suspendu dans les airs, suffocant, la gorge en feu, tirant désespérément sur la corde. Mon corps luttait, ma bouche s'est ouverte, ma langue pendait, mes yeux s'écarquillaient. La douleur était atroce. Et puis, peu à peu, la lumière en moi s'est éteinte. Comme une flamme de bougie qui s'éteint. Quand cette lumière s'est éteinte, moi aussi. Je me suis vu flotter au-dessus, montant de plus en plus haut, jusqu'à ce que je ne vois plus rien de la scène en bas.
Alors tout est devenu blanc et lumineux. Je me sentais en paix, mais une tristesse m'habitait, ma vie s'était arrêtée trop tôt, avant que j'aie pu accomplir ce pourquoi j'étais venu. En 1952, aux États-Unis, une femme nommée Virginia Tighe, épouse et mère de famille vivant dans le Colorado, accepta de participer à une expérience d'hypnose menée par un homme passionné par la psychologie amateur, Murray Bernstein. L'objectif était simple, la plonger dans un état de transe afin d'explorer des souvenirs enfouis. Mais ce qui devait être une séance de relaxation se transforma en l'un des cas de réincarnation les plus célèbres du XXe siècle. Sous hypnose, Virginia changea brusquement de ton de voix et commença à parler avec un accent irlandais prononcé, totalement absent de son langage habituel. Elle déclara s'appeler Bridey Murphy et affirmait être née en 1798 à Cork, en Irlande. Peu à peu, elle raconta son enfance, ses jeux dans le jardin de sa maison, ses parents et ses habitudes quotidiennes. Elle décrivit des lieux, des rues et même des magasins qu'elle n'avait jamais visités dans sa vie actuelle. À mesure que les séances avançaient, elle dévoila toute une existence. Elle dit avoir grandi à Cork puis avoir déménagé à Belfast après son mariage avec un homme nommé Sean Brian Joseph McCarthy. Elle raconta des anecdotes sur la vie domestique, les repas, les chansons populaires de l'époque et les danses auxquelles elle participait. Elle parla aussi de son décès en 1864, après une longue maladie. Ces révélations, enregistrées et publiées, firent sensation. En 1956, le livre The Search for Bridey Murphy devint un best-seller international. Des journalistes et des chercheurs se rendirent en Irlande pour vérifier les détails mentionnés par Virginia sous hypnose. Certains aspects semblaient troublants. Elle avait décrit avec exactitude des traditions, des chansons et des expressions idiomatiques irlandaises du XIXe siècle, alors même qu'elle n'avait jamais voyagé en Irlande et n'avait pas été exposée à cette culture. Cependant, les sceptiques entreprirent aussi leurs propres enquêtes. Ils découvrirent qu'enfant, Virginia avait grandi à Chicago dans un quartier où vivait une voisine d'origine irlandaise nommée Bridey Murphy Corkell. Selon certains, la petite Virginia aurait pu absorber inconsciemment des détails de la culture irlandaise en écoutant cette femme et les aurait ressortis, des décennies plus tard, sous hypnose. Quoi qu'il en soit, le cas de Bridey Murphy divisa l'opinion publique. Pour certains, il constituait une preuve éclatante que la réincarnation existait et que la mémoire pouvait traverser plusieurs vies. Pour d'autres, il s'agissait d'un exemple spectaculaire d'autosuggestion et de construction inconsciente de souvenirs. Même si Virginia Tighe, dans sa vie éveillée, ne se souvenait pas de ce qu'elle racontait sous hypnose, elle resta marquée par l'écho médiatique que cette histoire provoqua. Encore aujourd'hui, son cas est cité dans de nombreux ouvrages sur la réincarnation, l'hypnose et la mémoire cachée. Ma fille a commencé à faire du somnambulisme quand elle avait environ 1 an et demi. Chaque fois que cela arrive, elle se lève, marche un peu, choisit un endroit et commence à creuser dans le tapis. Si on lui demande ce qu'elle fait, elle répond « Je ne le trouve pas, je ne le trouve pas », puis elle se met à pleurer. Elle a maintenant 3 ans et ça lui arrive encore parfois. Mon mari s'agenouille alors près d'elle, ferme son poing en disant qu'il va le garder en sécurité, et quand elle est rassurée, il la raccompagne dans son lit. J'en ai parlé à ma mère en plaisantant, en disant que j'espérais qu'elle avait été une pirate qui avait enterré un trésor quelque part et que le jour où elle s'en souviendrait, on deviendrait riche. Ma mère m'a regardé et a dit qu'elle pensait à quelque chose de tout à fait différent, qu'en réalité, elle cherchait un corps. Merci maman, de quoi me donner la chair de poule. Ma plus jeune fille, qui a 5 mois, a une drôle de tache de naissance qui traverse entièrement l'arrière de son cou, à la base du crâne. J'ai dit à mon mari que, dans certaines cultures, on croit que les marques de naissance indiquent la façon dont une personne est morte dans une vie antérieure. Il a répondu en riant, qui se fait décapiter de nos jours, puis il a aussitôt ajouté « Ah !» L'État islamique, et son visage s'est assombri. Ajoute, en y repensant, l'histoire de mon enfance que m'a racontée ma mère était vraiment troublante, et c'est sûrement l'endroit idéal pour la partager. Quand ma mère était petite, elle faisait un rêve récurrent. Elle se voyait dans une pièce en béton avec des barreaux aux fenêtres,
un évier sur le côté, une chaise au milieu, et un homme juif assidique assis, la tête penchée, sur cette chaise. Ma mère est chinoise, originaire de Taïwan. À l'époque, elle n'avait jamais rencontré d'occidental, ne savait pas ce qu'était un juif assidique, rien de tout ça. Plus tard, elle est venue aux États-Unis pour travailler dans un journal chinois. Un jour, elle est passée devant le bureau d'un collègue et a vu une photo dans un article. Elle a dû s'arrêter et regarder une seconde fois. C'était exactement la pièce de son rêve, jusqu'à la chaise. L'article expliquait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, un bateau transportant 6 réfugiés juifs russes avait été intercepté au large des côtes de Taïwan. Ils avaient été emprisonnés dans cette pièce et y étaient tous morts. Le plus étrange, c'est que le dernier prisonnier décédé est mort le même mois où ma mère est née, dans la même ville où elle a vu le jour. Ma mère dit donc qu'elle porte en elle une partie de l'âme de cet homme juif assidique. Dans le taoïsme, on croit que l'âme est composée de 3 parties. 2 rejoignent l'univers quand on meurt, et la 3e peut s'incarner à nouveau. Cela veut dire qu'une âme nouvelle peut être constituée de fragments d'âme de plusieurs personnes et qu'une autre personne peut partager ces mêmes fragments. Il est donc tout à fait possible que vous ayez partagé une vie antérieure avec quelqu'un d'autre. Jenny Cockell naquit en Angleterre dans les années 1950. Dès son plus jeune âge, elle se sentit étrangère à son environnement, comme si une partie d'elle appartenait à un autre lieu et à une autre époque. Enfant, elle dessinait sans cesse des cartes de villages et de paysages qui n'existaient pas dans son entourage. Elle parlait aussi d'une famille qui n'était pas la sienne, et surtout d'enfants dont elle ressentait une profonde nostalgie. En grandissant, Jenny fut de plus en plus hantée par ses souvenirs. Elle avait la conviction qu'elle avait déjà vécu une vie antérieure, en Irlande, sous le nom de Mary Sutton. Selon ses souvenirs, Mary avait vécu dans un petit village près de Dublin au début du XXe siècle. Elle se souvenait d'une vie de pauvreté, d'un mari violent, et surtout de ses nombreux enfants qu'elle avait laissés derrière elle en mourant jeune. Ces images revenaient avec une telle intensité que Jenny finit par entreprendre un véritable voyage pour retrouver les traces de cette ancienne vie. Elle se rendit en Irlande avec ses cartes dessinées dans l'enfance et fut bouleversée en découvrant qu'elles correspondaient avec précision à certains quartiers et chemins. Plus troublant encore, elle retrouva une maison qui ressemblait exactement à celle dont elle se souvenait. Après des recherches méticuleuses dans les registres, elle parvint à identifier l'existence d'une femme nommée Mary Sutton, morte dans les années 1930, mère de plusieurs enfants, dont l'histoire correspondait à ses souvenirs. Jenny réussit même à retrouver certains de ses enfants, désormais âgés. Lorsqu'elle les rencontra, elle leur parla avec émotion, comme si elle les avait toujours connus. Elle évoqua des détails intimes de leur enfance que seul un parent aurait pu connaître. Plusieurs d'entre eux furent bouleversés et dirent avoir reconnu dans ses paroles et dans sa tendresse la présence de leur mère perdue. Ce vécu transforma radicalement la vie de Jenny Cockell. Elle raconta son histoire dans un livre autobiographique intitulé Yesterday's Children, publié en 1993, qui rencontra un grand succès et fut même adapté en film pour la télévision. Dans ce récit, elle décrivit non seulement ses souvenirs, mais aussi l'impact émotionnel d'avoir retrouvé, sous une autre identité, les enfants d'une vie passée. Certains chercheurs et sceptiques ont tenté d'expliquer son cas en parlant de coïncidence, de construction mentale ou d'informations inconscientes acquises au fil du temps. Mais pour Jenny et pour ceux qui l'ont rencontrée, la force de son vécu ne pouvait pas se réduire à une simple imagination. Je crois en la réincarnation et j'ai moi-même vécu certaines expériences. En voici 3 qui semblent s'entrelacer. Depuis toujours, j'aime l'océan. Je sais que beaucoup de gens partagent cet amour, mais pour moi c'est viscéral, presque inexplicable. Parfois, en regardant des images ou des documentaires sur la mer, je ressentais des émotions contradictoires. D'un côté, une admiration profonde et un attachement immense. De l'autre, une tristesse lourde et même de la jalousie. Oui, une vraie jalousie envers l'océan. J'ai aussi toujours été fasciné par Pompéi et le Vésuve. Un jour, j'ai rencontré une voyante et je lui ai demandé des précisions sur mes vies antérieures. Elle m'a dit que j'avais été esclave à Pompéi.
Quand j'étais sur les bateaux d'esclaves, je regardais les dauphins et les baleines, en rêvant d'être libre comme eux. Cela expliquait ce mélange étrange de fascination et de jalousie que je ressentais envers la mer. Après avoir appris cela, ces sentiments de jalousie se sont presque complètement apaisés. En 2015, j'ai visité les ruines de Pompéi et j'ai pleuré face à l'intensité de ce moment. Deuxième souvenir, encore lié à l'eau. Quand j'étais enfant, je souffrais d'une anxiété de séparation extrêmement forte vis-à-vis de ma mère. C'était 1000 fois pire quand elle et mon père sortaient en bateau. Je pleurais à chaudes larmes et je disais à ma sœur, qui me gardait, qu'ils étaient morts et qu'ils ne reviendraient jamais. C'était très dramatique. La même voyante m'a expliqué que dans une vie passée, ma mère avait été mon mari. Il travaillait ou voyageait sur un navire et il est mort en mer. Je l'attendais, scrutant l'horizon dans l'espoir de voir son navire revenir. Mais il n'est jamais revenu. Troisième expérience, plus tard dans ma vie, j'ai rêvé d'un désert. Ce rêve était d'une intensité incroyable. Au milieu du sable s'élevaient d'immenses tours de grès au sommet plat. Je n'avais jamais vu de telles formations auparavant, car je viens du Wisconsin et je ne savais pas qu'elles existaient. Dans le rêve, une musique magnifique résonnait, comme si elle m'appelait vers un point précis, baigné par la lumière du soleil. Là se dressaient 3 grands totems. À mon réveil, j'ai cherché sur internet, désert, 3 totems, et je suis tombé sur les Three Sisters de Monument Valley, 3 formations de grès qui ressemblent à des totems. Cet endroit se trouve sur les terres Navajo. Depuis, je ressens une profonde attirance pour cette région et j'espère de tout cœur pouvoir un jour la visiter. À la fin des années 1990, Bruce et Andrea Leninger, un couple du Texas, donnèrent naissance à un petit garçon qu'ils prénommèrent James. Les premiers mois de sa vie furent tout à fait normaux. Mais à partir de ses 2 ans, l'enfant commença à avoir des cauchemars terrifiants. Il se réveillait en hurlant, trempé de sueur, en répétant toujours les mêmes phrases, « Avion en feu, petit homme ne peut pas sortir ». Ses parents, inquiets, essayèrent d'abord de rationaliser ses peurs, pensant qu'il s'agissait de simples terreurs nocturnes comme beaucoup d'enfants en ont. Pourtant, ces cauchemars se multiplièrent, et James commença à dessiner des scènes de guerre avec une précision déconcertante pour son âge. Ces dessins représentaient des avions, des explosions et des combats aériens. Il donna même des détails sur un avion particulier, un Corsair, qu'il appelait son avion. Ses parents furent stupéfaits de voir un enfant de 2 ans connaître le nom exact d'un appareil de la Seconde Guerre mondiale. James parla aussi de son ancien nom, il disait s'appeler James, tout comme dans sa vie actuelle, et affirmait qu'il avait été pilote dans l'armée américaine. Il disait avoir décollé d'un navire qu'il appelait Natoma. Ses parents firent des recherches et découvrirent qu'il existait bien un porte-avions de ce nom, l'USS Natoma Bay, actif dans le Pacifique durant la guerre. Intrigués, Bruce et Andrea contactèrent des vétérans de ce navire. L'un d'eux confirma qu'un jeune pilote du nom de James Houston Jr. avait été tué lors d'une mission en 1945, abattu au large d'Iwo Jima. Les détails rapportés par le petit James correspondaient en tout point à ce que les anciens soldats racontaient, la position de l'avion lorsqu'il avait été touché, le type de mission, et même les noms de certains compagnons de vol que l'enfant cita spontanément. Ce cas attira rapidement l'attention des chercheurs, dont le docteur Jim Tucker, psychiatre à l'Université de Virginie, spécialiste des enfants qui rapportent des souvenirs de vies antérieures. Après plusieurs entretiens et recoupements, Tucker affirma qu'il s'agissait de l'un des cas les plus solides qu'il ait étudié. Au fil du temps, les cauchemars de James diminuèrent et il put grandir plus sereinement, mais ses parents publièrent un livre intitulé Soul Survivor, racontant cette histoire qui fascinait autant qu'elle troublait. Je ne crois pas vraiment à la réincarnation, mais je ne la rejette pas non plus. Pourtant, un souvenir d'une vie antérieure m'a poussé à arrêter de boire. J'avais un problème avec l'alcool, on pourrait dire. Je faisais la fête où je buvais chez moi tous les jours de la semaine. Il y a une dizaine d'années, j'ai offert à ma petite amie une séance chez une psychologue qui pratiquait des régressions dans les vies antérieures pour son anniversaire. Elle croyait fermement à la réincarnation. Elle a insisté pour que j'en fasse une moi aussi, même si je n'y croyais pas.
Avant le rendez-vous, la psychologue nous avait envoyé un questionnaire à remplir, mais j'ai simplement mis « non » partout. Je pensais qu'elle cherchait juste à récolter des informations pour pouvoir s'en servir ensuite quand j'aurais été dans un état de suggestibilité sous hypnose. Une fois sur place, mon ex a insisté pour que je commence. Chaque séance durait 4 heures, elle allait donc attendre longtemps dans le hall. La séance n'a pas du tout été ce que j'imaginais. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de suggestions et de manipulations, mais ce n'était pas le cas. Pendant ces 4 heures, nous avons fait environ 5 petites régressions. Elle me guidait à travers la vie de la personne que je voyais, depuis son entrée en scène, souvent à l'âge adulte, jusqu'à sa mort, puis elle me demandait « Qu'est-ce que cette personne dirait à ton toi actuel ?» Le tout premier souvenir, ou peu importe comment on peut l'appeler, m'a emmené au pays de Galles, il y a très longtemps. Nous avons parcouru plusieurs aspects de la vie quotidienne, et j'étais déjà un gros buveur à cette époque. Je suis mort à cause de l'alcool. Quand elle m'a demandé ce que cette personne me dirait, j'ai répondu « Tu dois lever le pied ». Alors j'ai arrêté de boire. Suze m'a dit « Donc maintenant tu crois en la réincarnation ?» et je lui ai répondu que non. Elle a insisté « Alors pourquoi as-tu arrêté de boire ?» Et la vérité, c'est que je n'en sais rien. Peut-être que ça venait de mon subconscient ou peut-être d'un ancien moi, mais dans tous les cas, c'était un conseil valable. Dans l'Oklahoma, au début des années 2000, un petit garçon nommé Ryan Hamon commença à intriguer ses parents. Dès l'âge de 4 ans, il parlait souvent d'une autre vie qui ne ressemblait en rien à celle d'un enfant de son âge. Alors que ses camarades s'inventaient des aventures avec des super-héros ou des dessins animés, Ryan évoquait des souvenirs précis de scènes de films en noir et blanc, de rues de Los Angeles, et de personnes qu'il appelait « ses amis d'Hollywood ». Ses parents furent d'abord amusés, puis troublés. Leur fils, qui n'avait jamais vu de vieux films classiques, décrivait avec précision les plateaux de tournage, les projecteurs, et même les routines quotidiennes d'un acteur de cinéma. Un soir, après avoir regardé un ancien film avec sa mère, Ryan montra du doigt un homme à l'écran et s'exclama « C'est moi. C'est qui je suis ?» La curiosité de sa mère, Cindy Hamon, devint obsessionnelle. Elle commença à enquêter pour découvrir si les souvenirs de son fils pouvaient correspondre à une personne réelle. Le film que Ryan avait montré était une production des années 1930, et l'homme qu'il désignait n'était pas une star connue, mais un figurant ou un acteur secondaire. Pendant des semaines, Cindy parcourut des archives et consulta des bibliothèques. Finalement, avec l'aide d'un chercheur, elle identifia l'homme, il s'appelait Marty Martin. Marty Martin avait été un agent hollywoodien qui travailla dans les coulisses du cinéma. Il avait commencé sa carrière comme danseur à Broadway avant de devenir agent pour des acteurs. Il était mort en 1964, bien avant la naissance de Ryan. Pourtant, l'enfant semblait se souvenir de sa vie jusque dans les moindres détails. Lorsque les chercheurs, dont le psychiatre Jim Tucker de l'Université de Virginie, interrogèrent Ryan, ils furent stupéfaits. L'enfant mentionna plus de 50 détails sur la vie de Marty Martin, dont beaucoup furent confirmés par les documents et par les proches de Martin. Par exemple, il affirmait avoir vécu dans une grande maison avec une piscine, ce qui était vrai. Il disait avoir voyagé à Paris à plusieurs reprises, ce qui fut également confirmé. Il parla du nombre exact de ses enfants et de ses mariages. Plus étonnant encore, il déclara être mort à l'âge de 61 ans, alors que les registres publics indiquaient 59 ans. Mais en vérifiant l'acte de naissance, les chercheurs découvrirent que Marty Martin était bel et bien mort à 61 ans. La précision des souvenirs de Ryan dépassait ce qu'un enfant pouvait inventer. Ses parents n'avaient aucun lien avec Hollywood et n'auraient jamais pu lui fournir ces informations. De plus, de nombreux détails n'étaient disponibles nulle part sur Internet à l'époque, ce qui éliminait la possibilité qu'il ait pu les apprendre par hasard. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les souvenirs de Ryan commencèrent à s'estomper, comme si son esprit s'éloignait peu à peu de cette autre vie. Pourtant, son histoire fut largement médiatisée et étudiée comme l'un des cas les plus solides de mémoire d'une existence passée. Pour Jim Tucker et d'autres chercheurs spécialisés dans les enfants qui se rappellent des vies antérieures, le cas de Ryan Hamon fut particulièrement frappant,
car il associait un grand nombre de détails précis à une personne réelle dont l'existence était confirmée, mais dont la notoriété était trop faible pour que l'enfant ait pu la connaître par hasard. J'ai été étranglé. Toute ma vie, j'ai absolument détesté que l'on touche à mon cou. Les écharpes, les cols roulés, les colliers serrés, rien de tout cela ne m'était supportable. Chaque fois que j'essayais d'en porter, j'avais des hauts le cœur et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai toujours eu quelques marques légères sur le cou. Elles sont discrètes mais visibles. Il y en a une plus grande, à peu près de la taille d'une pièce de 50 centimes, juste à gauche de ma trachée. Le reste de mon cou porte des traces plus claires. On dirait que ma gorge est recouverte d'une fine couche de saleté. Il n'y a pas longtemps, il avait neigé et j'ai décidé d'essayer de mettre une écharpe pour aller travailler et rester au chaud. Je n'y suis pas arrivé, je me suis remis à étouffer, alors je l'ai enlevé. À ce moment-là, j'ai su avec certitude que j'avais été étranglé un jour. En rentrant chez moi, j'ai cherché sur Internet quelle marque la strangulation pouvait laisser sur le cou d'une personne. L'étranglement manuel provoque des traces semblables à celles que j'ai. De grandes zones plus sombres aux endroits où la pression a été la plus forte et des ecchymoses plus diffuses, semblables à une irritation, partout ailleurs. J'ai placé ma main autour de mon cou pour voir si cela correspondait. La grande marque se trouvait exactement entre le pouce et l'index, l'endroit même où la pression est la plus forte. Ma sœur a observé les côtés de mon cou, à l'endroit où les doigts auraient été, et elle a confirmé qu'il y avait aussi des marques plus foncées à ces endroits. En 2001, dans une petite ville du Népal, un garçon naquit au sein d'une famille ordinaire. Ses parents, qui vivaient une vie simple, furent bientôt approchés par des moines bouddhistes tibétains. Ces derniers cherchaient depuis quelque temps la réincarnation d'un maître spirituel très respecté, Geshe Lama Kongshog, décédé en 2001 après une vie entière consacrée à la méditation et à l'enseignement bouddhiste. Selon la tradition tibétaine, lorsqu'un maître spirituel meurt, ses disciples entreprennent une recherche minutieuse afin de retrouver son tulku, c'est-à-dire sa réincarnation. Ce processus peut durer des années et implique des visions, des oracles, des signes spirituels et des enquêtes extrêmement détaillées. Dans le cas de Lama Kongshog, les moines commencèrent à observer certains enfants nés après sa mort, à la recherche d'indices. L'un de ces enfants attira particulièrement leur attention. À peine âgé de 2 ans, il se mit à prononcer des mots tibétains que ses parents n'avaient jamais utilisés. Il demandait à visiter des monastères et reconnaissait spontanément des objets rituels lorsqu'on les lui présentait. Lorsqu'on le plaça devant plusieurs objets appartenant au défunt Lama Kongshog, il choisit systématiquement ceux qui lui avaient appartenu, comme s'il les reconnaissait instinctivement. Après de longues vérifications, les autorités spirituelles tibétaines confirmèrent que cet enfant était bien la réincarnation du maître disparu. On lui donna le nom de Tenzin Phuntsok Rinpoche et il fut intronisé en grande cérémonie dans un monastère. Des milliers de fidèles assistèrent à l'événement, voyant en lui la continuité vivante de Geshe Lama Kongshog. Dès son plus jeune âge, Tenzin Phuntsok reçut une éducation monastique. Ses journées furent rythmées par l'étude des textes sacrés, les prières et la méditation. Il grandit avec une responsabilité immense, car ses disciples le considéraient comme porteur de la sagesse et de l'expérience de son ancienne incarnation. Des documentaires, comme A Mistaken Child, relatèrent son histoire et donnèrent au monde entier un aperçu de ce processus unique de reconnaissance de réincarnation dans le bouddhisme tibétain. Pour beaucoup, le cas de Tenzin Phuntsok Rinpoche incarne la manière dont la réincarnation n'est pas seulement un phénomène mystérieux, mais aussi une réalité institutionnalisée et organisée dans certaines cultures. Il ne s'agissait pas seulement des souvenirs spontanés d'un enfant, mais d'une reconnaissance officielle par des moines et des milliers de croyants, ce qui lui donne une dimension spirituelle et collective. Aujourd'hui, devenu adolescent, Tenzin Phuntsok Rinpoche continue sa formation spirituelle et inspire déjà de nombreux disciples, exactement comme son prédécesseur l'avait fait. Pour les bouddhistes tibétains, il est la preuve vivante que l'esprit transcende la mort et poursuit son chemin à travers de nouvelles existences, guidé par la compassion et la quête de sagesse.
J'ai fait des rêves étrangement réalistes qui ressemblaient davantage à des souvenirs, et après quelques recherches, je suis allé à une séance de régression dans les vies antérieures en pensant que ce serait juste amusant. En réalité, ce fut extrêmement intense. Depuis, j'ai eu quelques fragments de vie passée qui me sont revenus. L'un d'eux se déroulait à Pompéi. Je me souviens de la bague que mon mari m'avait donnée. Elle était énorme et affreuse, mais il en était si fier. Je me rappelle aussi qu'il est mort à cause d'un traitement de routine que je l'avais poussé à faire, et de la culpabilité que j'ai ressentie en m'en souvenant. Un autre fragment concernait le milieu du XIXe siècle. Je me souviens de la pièce dans laquelle je me trouvais, de l'odeur du feu, de la rigidité de mon corset, de la sensation de ma robe sous mes mains. Je ne referai pas les choix que j'ai faits dans cette vie-là, mais je ressens une attirance très forte pour cette époque. Le souvenir le plus récent que j'ai eu semble plus ancien que les autres. J'ai été poignardé par un groupe en qui j'avais confiance. Peut-être à Rome, peut-être en Grèce. Je pourrais décrire la sensation, l'endroit où j'ai été frappé, la façon dont la force du coup m'a projeté en avant, et comment j'ai rampé en perdant mon sang. Je me souviens d'avoir vu la pointe ressortir de ma poitrine. J'ai revécu cette scène plusieurs fois et je me demande encore pourquoi ils ont fait ça. Je suis certain d'avoir eu d'autres vies aussi, mais je n'en garde pas assez de souvenirs pour en être sûr. C'est difficile d'expliquer en quoi ces expériences diffèrent de l'imagination ou des rêves. Elles paraissent tellement réelles. Je n'ai jamais porté de vrai corset baleiné dans cette vie-ci, mais ces souvenirs me donnent l'impression que ce serait familier et réconfortant. Je n'ai jamais été poignardé, mais j'ai l'impression de connaître cette sensation. J'ai même une douleur à cet endroit rien qu'en l'écrivant. Ce qui me frappe, c'est que les vies que j'ai vécues étaient pour la plupart banales. Je n'étais pas célèbre. Je n'étais pas une grande personne. Dans certaines de ces vies, j'ai fait des choses dont j'aurais honte dans celle-ci. Les souvenirs ne sont pas toujours agréables. Si je pouvais choisir, je prendrais d'autres chemins. Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais avec le temps, j'ai fini par accepter que cela n'a pas tellement d'importance que ce soit vrai ou non. Je vis cette vie maintenant. J'essaie d'appliquer ce que j'ai appris et d'être la meilleure personne possible, cette fois-ci. Sun Myung-moon naquit en 1920 en Corée, alors sous domination japonaise. Dès son enfance, il fut élevé dans un environnement profondément religieux, marqué par le christianisme et les croyances spirituelles locales. Adolescent, il affirma avoir vécu une vision mystique qui bouleversa sa vie. Selon son propre témoignage, Jésus-Christ lui apparut alors qu'il priait sur une colline, et lui confia une mission divine, achever l'œuvre qui avait été interrompue par la crucifixion. Cette révélation poussa Sun Myung-moon à consacrer son existence à l'idée qu'il était, sinon Jésus lui-même, du moins son successeur direct et sa réincarnation spirituelle. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une croyance personnelle mais d'une mission sacrée confiée par Dieu. Dans les années 1950, il fonda l'Église de l'Unification, un mouvement religieux qui allait se répandre dans le monde entier. Moon enseignait que Jésus n'avait pas eu le temps de fonder une famille et d'accomplir pleinement la mission divine de restauration de l'humanité. Selon lui, cette tâche lui revenait désormais. Il affirmait être elle, Adam parfait, appelé à unir les peuples et à rétablir le lien originel entre l'homme et Dieu. Sa mission impliquait aussi l'organisation de mariages collectifs, car il considérait que la famille était le fondement de la paix et de la rédemption. Ses adeptes le considéraient comme le « vrai parent » de l'humanité, une figure messianique, parfois même la réincarnation du Christ. Ces immenses cérémonies de mariage, où des milliers de couples du monde entier étaient unis simultanément, devinrent un symbole de son mouvement et attirèrent une large attention médiatique. Mais ses affirmations et son autorité spirituelle suscitèrent aussi la controverse. Beaucoup de chrétiens le critiquèrent, estimant que sa proclamation d'être l'incarnation de la mission de Jésus était une hérésie. Des sociologues et des journalistes étudièrent son mouvement, le qualifiant parfois de secte en raison de la dévotion absolue de ses adeptes. Malgré les critiques, Moon bâtit un empire religieux, économique et médiatique. Il voyagea dans le monde entier, rencontra des chefs d'État et prêcha l'unité des religions et des nations. Jusqu'à sa mort en 2012,
il se considéra comme l'accomplissement d'une mission divine commencée 2000 ans plus tôt. Aujourd'hui, son héritage demeure controversé. Pour ses disciples, il reste une figure spirituelle unique, un Messie réincarné envoyé pour sauver l'humanité. Pour ses opposants, il incarne plutôt les dangers du culte de la personnalité et de l'appropriation des symboles religieux. Quoi qu'il en soit, son histoire illustre la manière dont une personne peut revendiquer l'identité ou la mission d'une vie antérieure et réussir à convaincre des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. J'ai vécu une expérience très étrange qui laissait entrevoir l'idée de réincarnation, mais qui pourrait tout aussi bien n'être qu'un produit du cerveau. Quoi qu'il en soit, ce fut une expérience très positive et je ne l'oublierai jamais. Attention, l'histoire suivante concerne un accouchement. J'étais en travail pour mon premier enfant et la douleur était bien plus intense que je ne l'avais imaginé. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais, détail pas très agréable, je ne me dilatais pas, et je n'arrivais pas à le faire. Donc je subissais contraction sur contraction, interminable, atrocement douloureuse, qui ne servait à rien. Cela durait depuis environ 5 heures. Heureusement, à l'hôpital, les sages-femmes ont pu intervenir, je passe les détails, et enfin le travail a pu commencer à progresser normalement. Mais à ce stade, j'étais épuisé et terrifié. J'ai encore continué à accoucher pendant 8 heures supplémentaires. Bref, pour faire court, est arrivé le moment où je devais pousser. Cette envie de pousser est un réflexe, on ne peut pas la retenir. Et dès que j'ai commencé, je me suis arrêté, complètement sous le choc. Cette sensation, cette poussée, était différente de tout ce que j'avais pu ressentir auparavant, et pourtant la première chose qui m'a traversé l'esprit n'a pas été la douleur, mais la certitude absolue que j'avais déjà fait ça auparavant. Je connaissais cette sensation, et elle m'a frappé de plein fouet. Les sages-femmes criaient « Pourquoi vous vous arrêtez ?» Moi, je ne me souvenais pas d'un lieu ou d'un moment précis, mais de ce sentiment. Et quand je me suis dit « Mon Dieu, j'ai déjà fait ça », une immense gratitude m'a envahi. Je n'avais plus peur. J'ai continué à pousser, totalement fasciné par ce souvenir d'un souvenir. C'était fou et cette impression m'est restée. En fait, j'ai eu la chance de la revivre à la naissance de mon deuxième enfant. Ce n'était pas le souvenir de mon premier accouchement, mais ce même ressenti étrange, presque hantant, qui m'avait déjà bouleversé auparavant. C'est très difficile à décrire et ça peut sembler anodin, mais c'est l'expérience la plus proche du paranormal ou du spirituel que j'ai jamais vécue. Je peux encore la rappeler aujourd'hui avec précision. Pour préciser, je n'avais jamais accouché avant, donc je n'ai aucune idée de ce que mon corps ou mon esprit était en train de se rappeler. Dans les traditions juives et chrétiennes, l'idée de réincarnation est rarement évoquée de façon explicite, mais certaines figures bibliques ont été entourées de mystères. L'un des exemples les plus marquants concerne Jean le Baptiste, prophète du Nouveau Testament, et le prophète Élie, figure majeure de l'Ancien Testament. Selon les Écritures, Élie était un prophète puissant, défenseur farouche du culte du Dieu unique, qui accomplit de nombreux miracles. Mais ce qui le distingue des autres prophètes est sa fin mystérieuse, il ne mourut pas de façon naturelle. Le livre des Rois raconte qu'il fut enlevé au ciel dans un char de feu, disparaissant ainsi sans laisser de tombe ni de traces terrestres. Cette disparition nourrit depuis des siècles la croyance que son esprit devait revenir d'une manière ou d'une autre. Des siècles plus tard, au moment où Jésus commença sa mission, Jean le Baptiste apparut comme un prédicateur charismatique vivant dans le désert, vêtu de peau de chameau et se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Son message, centré sur la repentance et le baptême, rappelait la force et l'ardeur du prophète Élie. Les foules qui l'écoutaient voyaient en lui la continuité d'un prophète ancien, revenu pour préparer le chemin du Messie. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Si vous voulez comprendre, c'est lui, Élie qui doit venir. » Cette phrase fut interprétée par beaucoup comme la confirmation que Jean le Baptiste était bien la réincarnation du prophète disparu. D'autres passages évoquent aussi cette idée, soulignant que la prophétie annonçait le retour d'Élie avant l'arrivée du Messie, et que Jean remplissait parfaitement ce rôle. Pour certains chrétiens, ces paroles sont une allégorie,
j'en étais pas littéralement Élie, mais il accomplissait sa mission spirituelle dans un autre corps, comme un héritage d'âme. Pour d'autres, notamment ceux qui voient dans la Bible des traces de réincarnation, ce passage est une preuve claire que la croyance en la continuité de l'esprit existait déjà à cette époque. Cette idée a suscité de nombreux débats théologiques au fil des siècles. Certains courants mystiques chrétiens, influencés par le gnosticisme ou par les philosophies orientales, ont repris cette interprétation pour soutenir que l'âme pouvait effectivement renaître dans différents corps afin de poursuivre son œuvre. Jean le Baptiste, considéré comme Élie revenu, incarne ainsi un des plus anciens exemples de croyance en réincarnation dans la tradition occidentale. Son histoire relie deux époques bibliques et donne un éclairage spirituel particulier, celle d'un prophète qui ne meurt pas vraiment, mais qui revient sous une autre forme pour accomplir sa mission inachevée. Il y a quelques années, j'ai commencé à lire Sam Soul, Many-Body du Dr Brian Weiss. Si tu t'intéresses à la réincarnation, je te recommande vraiment de te renseigner sur lui et de lire certains de ses livres. Peu de temps après, j'ai fini par assister, avec ma meilleure amie, à une conférence à laquelle il participait. Sa séance portait sur la régression dans les vies antérieures. Il nous a mis sous hypnose et nous a fait remonter le fil, de notre vie actuelle à notre naissance, puis à une vie précédente. J'ai vécu une régression très vive. Il nous disait d'observer notre environnement, de voir les détails, de regarder les personnes autour de nous. Dans ses livres, il explique que, si l'on regarde les yeux, on peut reconnaître nos âmes sœurs qui nous suivent vie après vie. Même si leur rôle change, même si leur sexe change, même si leur relation à nous change, leurs yeux restent les mêmes. Je n'étais pas certaine que ce serait vraiment ainsi, mais ça l'était. J'ai vu ma maison, ma famille, dans cette vie-là. Il nous a fait commencer par l'enfance dans cette vie et nous a fait avancer jusqu'à un événement important, pour moi, c'était mon mariage. Puis il nous a conduits au jour de notre mort dans cette existence. Je suis encore en train de l'assimiler, et pourtant cela fait presque 2 ans. Quand je suis sorti de l'hypnose, j'ai senti les larmes les plus brûlantes que j'ai jamais connues couler sur mes joues. Voir ma mort avait été si réel et bouleversant, surtout parce qu'elle était tragique et tellement triste. Je suis morte en couche, après avoir donné naissance. Je crois que j'ai succombé à une hémorragie. Mon mari de cette vie-là me tenait la main, nous nous regardions dans les yeux en pleurant, lui me suppliant de rester, me disant qu'il m'aimait. Quand j'ai rouvert les yeux dans l'auditorium, j'ai senti ces larmes brûlantes rouler sur mon visage et je n'ai pas pu parler. Il m'a fallu presque 1 heure avant de pouvoir en dire quoi que ce soit à ma meilleure amie, et j'en ai censuré une partie, c'était trop brut, trop douloureux à raconter. D'autant plus qu'il avait été présent dans cette vie-là. Quand il m'a parlé de sa régression, il a décrit exactement la même maison, les mêmes aménagements, les mêmes meubles. C'était irréel. Ça l'est encore. En fait, nous n'avons évoqué ce détail que le mois dernier, à peine. Le Dr Weiss écrit beaucoup sur la manière dont nos vies passées peuvent laisser des affaires inachevées que nous devons régler dans nos vies présentes. Je suis morte en couche dans cette vie-là. Dans ma vie actuelle, j'ai connu 2 expériences d'accouchement très traumatisantes, dont une où j'ai failli mourir d'une hémorragie. Et puis, enfin, une naissance à domicile, réparatrice, avec mon dernier bébé. Je crois vraiment que c'était un problème lié à une vie passée que je devais résoudre. Après la naissance de mon 2e enfant, celle où j'ai failli mourir, j'ai été envahi par une peur immense et irrationnelle de mourir et de laisser mes enfants sans mère. C'était obsédant, ça m'a rongé toute la première année de mon fils. Maintenant, je comprends pourquoi c'était si fort pour moi. J'avais déjà vécu ce scénario. Je pense que mon dernier accouchement a guéri une grande partie de cela. J'aimerais faire d'autres régressions, mais je ne l'ai pas encore fait. Celle-ci était tellement intense que je la digère encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent par éclairs de quand j'étais très jeune, comme si mon esprit me ramenait toujours au même endroit, dans une petite cabane perdue dans un village. Je me revois assis à l'intérieur, les murs en bois grinçant sous la pluie qui tombait sans arrêt dehors, un ciel gris et lourd qui semblait ne jamais vouloir s'éclaircir. Mon père s'éloignait,
je le voyais franchir la porte et disparaître dans cette pluie qui effaçait presque les silhouettes, et je restais là, seul, incapable de comprendre pourquoi il partait et pourquoi je ne pouvais pas le suivre. Je sens encore ce vide, cette impression d'avoir été un enfant fragile, affaibli par la faim, le corps trop maigre et les forces qui me quittaient jour après jour. L'image que je garde est celle d'un enfant abandonné, assis dans l'obscurité de cette cabane, attendant sans fin un retour qui ne venait pas, jusqu'à ce que la faim et l'abandon fassent taire peu à peu ses pensées et son souffle. Je parlais en phrases complètes dès mon plus jeune âge. Un jour, ma mère m'a emmené chez le médecin pour une visite de routine, et pendant qu'elle attendait, elle a commencé à feuilleter un magazine. Elle disait que c'était un National Geographic, mais après avoir recherché dans tous les numéros susceptibles de se trouver dans une salle d'attente du début des années 80, je suis convaincu que ce n'était pas vraiment National Geographic. Quoi qu'il en soit, elle tournait les pages, et moi, avec mes petites mains, j'ai attrapé le magazine, je suis revenu frénétiquement en arrière de plusieurs pages, puis j'ai collé mon visage à quelques centimètres d'une photo. Je me suis figé là, absorbé par l'image d'un monastère en ruine dans un désert, examinant chaque détail. Ma mère ne se souvient pas si c'était en Afrique ou au Moyen-Orient, malheureusement. Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé ce que j'aimais tant dans cette image. J'habitais là-bas, ai-je répondu. Elle a ri, non, tu as toujours vécu avec moi. Non, non. C'était bien avant ta naissance, lui ai-je dit en agitant la main vers elle d'un geste désinvolte. Alors elle m'a tiré un peu en arrière de la page et m'a demandé, eh bien, qu'est-ce que tu faisais quand tu vivais là-bas ? En pensant que c'était un de ces jeux d'enfants où l'on raconte qu'on est pompier ou ouvrier du bâtiment. Elle raconte que je lui ai répondu, j'écrivais des livres et je cultivais des légumes. Et j'ai pointé du doigt une annexe du monastère et un champ vide derrière. J'étais capable de parler en phrases complètes, mais je ne savais pas encore lire. Ma mère disait qu'elle avait eu froid d'un coup et s'était mise à frissonner de la tête aux pieds. La légende de la photo expliquait que le monastère était presque autosuffisant, qu'il recueillait l'eau de pluie dans des citernes pour alimenter des potagers toute l'année, derrière le scriptorium où les moines copiaient la Bible et d'autres textes sacrés. Elle dit qu'elle a alors reposé le magazine et qu'elle est sortie du cabinet médical en me portant dans ses bras. Elle a reporté le rendez-vous. C'était beaucoup trop étrange. Je ne sais pas vraiment si je dois croire à la réincarnation, pourtant il y a en moi beaucoup de souvenirs qui ne semblent pas m'appartenir. Ce sont des images précises de maisons que je n'ai jamais visitées, des visages que je n'ai jamais croisés dans cette vie, des scènes de vie très ordinaires, comme si j'avais simplement ouvert une porte ou marché dans une rue inconnue. Ces souvenirs sont courts, mais d'une clarté étonnante, ils surgissent parfois sans prévenir et s'effacent aussi vite qu'ils sont venus, comme de petites fenêtres entr'ouvertes sur une existence étrangère. Pourtant, rien dans tout cela ne paraît extraordinaire, ce ne sont pas des moments marqués par des drames ou des révélations, ce sont juste des fragments banals, si vivants et pourtant détachés de moi. Je me demande parfois s'il y a une histoire derrière tout cela, une sorte de fil caché qui relierait ces images éparses, mais je n'en vois pas vraiment. Si la réincarnation existe réellement, je n'ai pas l'impression qu'elle s'accompagne d'un grand dessein ou d'un plan immense que je devrais comprendre, et même si c'était le cas, je ne ressens pas le besoin de chercher plus loin. Je me sens comme n'importe quel autre homme, avec mes pensées et ma vie présente, et ces souvenirs, même s'ils me troublent, restent pour moi comme des échos que je préfère laisser en arrière-plan plutôt que de les suivre jusqu'au bout. Je ne crois pas à la réincarnation. Mais j'ai fait un rêve très vif plus de 300 fois. Et c'est toujours le même. Chaque fois. La partie rationnelle de moi-même me dit que c'est un rêve que j'ai eu il y a une quinzaine d'années et que, pour une raison étrange, mon esprit ne cesse de le rappeler. Mais les détails ne changent jamais. Ce n'est pas que cela ait une grande valeur en ligne. Mais j'ai 31 ans, je suis australien, j'ai quelques diplômes en droit et en commerce et je travaille comme consultant principal en supervisant environ 1700 personnes dans ma division. Le fait d'être australien est important. Nous n'avons absolument pas de culture liée aux armes à feu ni de culture paramilitaire. Je vois parfois, à la télévision,
des Américains en pantalon de camouflage dans les magasins. C'est étrange. Et c'est une autre raison pour laquelle je n'arrive pas à comprendre ce rêve. C'est tout droit sorti d'un film d'action. Tellement éloigné de ma vie normale. Je suis passager dans un hélicoptère qui survole une ville qui semble moyen-orientale. Tu sais, couleur désert. Mais elle est vraiment grande. Les bâtiments ne sont pas modernes, ils font 2 à 5 étages tout au plus. Je suis assis à l'arrière, tourné vers l'avant. Je vois mon ami en face de moi, entièrement équipé en tenue militaire. Nous venons de terminer une mission et la radio se met à grésiller. C'est un peu étrange. Je ne crois pas que le message soit en anglais. Pourtant je le comprends. Je suis certain d'avoir une apparence caucasienne. Je n'entends pas clairement ce qui est dit dans le rêve, mais l'homme en face de moi m'explique directement via mon casque. En gros, il me donne l'instruction de repartir en soutien d'un autre groupe de troupes déjà au sol. L'hélicoptère pivote. Le rêve avance rapidement. Je me retrouve sur le point de sauter, tenant une corde dans mes mains. Pas un équipement d'escalade. Une vraie corde épaisse, comme celle qu'on utilise pour amarrer un bateau. Nous ne sommes pas très haut du sol, mais nous l'utilisons comme une barre de pompier. Les soldats au sol sont en formation contre le mur d'une grande maison. J'ai déjà vu ce genre de scène dans des films comme American Sniper. Ils sont alignés, prêts à entrer les uns après les autres. L'équipe défonce la porte et je suis le deuxième ou le troisième à pénétrer. En mode vue à la première personne, mon arme est pointée devant moi. Des tirs éclatent depuis une autre pièce au rez-de-chaussée, mais les assaillants sont rapidement neutralisés. Je monte l'escalier situé près de l'entrée. Dans l'embrasure de la première pièce, un homme apparaît, je tire et il tombe. En avançant rapidement dans cette pièce puis dans la suivante, je rate un garçon sur ma gauche. Il est jeune, peut-être 15 ans, armé d'une mitrailleuse portative. Il me tire dessus. Puis il est abattu par ceux qui me suivent. Dans le rêve, je me retrouve à moitié agenouillé. Je porte mes mains à ma poitrine et je sens mon sang sur mes doigts. On m'apporte les premiers secours, mais j'ai probablement reçu 4 ou 5 balles. Je me souviens toujours du mur derrière moi, légèrement fissuré, comme si les balles l'avaient traversé. Je penche un peu en avant. Le sang s'écoule et forme une flaque sur le sol. Puis le noir. Pendant une fraction de seconde, je suis sur un lit d'hôpital sous une lumière vive. Des gens s'affairent autour de moi. Ensuite, plus rien. Et c'est tout. Étrange. Je ne pense pas que ce soit basé sur une époque très moderne, mais peut-être sur les années 70 ou 80. Je ne connais pas assez le matériel militaire pour vraiment creuser la question. C'est seulement la deuxième fois que j'en parle à quelqu'un. Quand j'avais environ 3 ou 4 ans, j'ai commencé à raconter à ma famille des choses qui, selon moi, appartenaient à une autre vie. Je me souviens avoir dit à ma mère que je vivais autrefois dans un appartement situé dans un immeuble très haut, au cœur d'une grande ville. J'expliquais que j'y habitais avec mes parents et notre chien qui s'appelait Daniel. Je n'arrivais pas à me souvenir du prénom de la mère, mais je savais que le père s'appelait Steve et qu'il travaillait comme pompier. Je trouvais ça étrange et en même temps ironique, parce que dans ce souvenir, c'est justement un incendie qui avait mis fin à nos vies, à la sienne comme à la mienne et à celle de toute la famille. Je racontais ces détails avec la conviction d'un enfant qui ne doute pas de ce qu'il voit, et je voyais bien que ça troublait profondément mes proches. Pour eux, ces récits sortis de nulle part étaient dérangeants, presque inquiétants, d'autant plus qu'ils ne savaient pas si je faisais simplement preuve d'une imagination trop vive ou si quelque chose de plus mystérieux se cachait derrière mes paroles. Puis, sans raison particulière, environ 1 an plus tard, j'ai cessé d'en parler. C'est comme si les souvenirs s'étaient effacés d'eux-mêmes, glissant dans un coin de ma mémoire où je ne pouvais plus les atteindre. Mon fils, lorsqu'il était petit, avait une peur profonde de l'endormissement. Chaque soir, il me posait plusieurs fois la même question, presque angoissé, il voulait savoir s'il allait vraiment se réveiller le lendemain matin. Cette inquiétude a duré plus d'1 an, depuis qu'il avait presque 3 ans jusqu'à un peu après ses 4 ans.
Pendant cette période, il parlait souvent d'un souvenir qu'il appelait la dernière fois, quand il était un bébé. Il expliquait que cette fois-là, il s'était endormi et qu'il ne s'était pas réveillé. Il disait que c'était quelque chose de très triste et qu'il avait peur de revivre cela. Il ajoutait qu'il m'aimerait toujours et que, si jamais il ne se réveillait pas, je lui manquerais terriblement. Ces mots, entendus de la bouche d'un enfant si petit, étaient bouleversants. Certains soirs, il ne donnait presque aucun détail, comme si la peur seule suffisait à envahir son esprit. D'autres soirs, il me livrait un peu plus d'informations, mais ses phrases restaient confuses, fragmentées, difficiles à comprendre tant il était jeune. Je voyais bien qu'il essayait de mettre des mots d'enfant sur quelque chose qui le dépassait. Ce qui me marquait le plus, c'était son rituel du matin. Lorsqu'il se réveillait, il avait toujours un moment de surprise émerveillée. Il souriait largement et me disait avec enthousiasme qu'il s'était réveillé cette fois-ci, comme si chaque matin était une victoire. Parfois il inventait de petites techniques qu'il croyait nécessaires pour s'assurer qu'il se réveillerait, des idées étranges et touchantes propres aux enfants, par exemple se souvenir de son camion jouet ou garder un objet près de lui pendant la nuit. Cette période a été particulièrement difficile à vivre parce que, malgré mon envie de le rassurer, je sentais une tristesse profonde dans ses paroles. Il n'avait pas seulement peur du noir ou des cauchemars, il semblait véritablement porter le souvenir d'une perte ou d'un adieu. L'entendre me dire qu'il m'aimerait toujours, comme s'il se préparait à ne plus me voir, me brisait le cœur à chaque fois. Aujourd'hui, il a 7 ans et il ne garde aucun souvenir de cette période. Il s'endort sans crainte, comme un enfant de son âge devrait le faire, et cette étrange angoisse a disparu sans laisser de traces. Ma mère est convaincue que je suis la réincarnation de sa grand-mère, qui est décédée peu de temps avant ma naissance. Quand j'étais encore toute petite, il paraît que je l'embrassais toujours en tenant son visage entre mes deux mains, exactement comme le faisait sa grand-mère avec elle. Ce geste si particulier a marqué ma mère, car c'était une manière d'aimer et de montrer de la tendresse qui lui rappelait aussitôt celle qu'elle avait connue enfant. Un jour, alors que j'avais environ 3 ans, je jouais tranquillement par terre dans le salon. Sans prévenir, j'ai levé la tête vers ma mère et je lui ai dit d'une voix sérieuse, « Édouard n'était pas un mauvais homme, il n'était simplement pas un bon mari. » Édouard était en réalité le prénom de mon arrière-grand-père, l'époux de cette grand-mère que ma mère chérissait tant. Cette phrase l'a glacée sur le moment, car elle savait que je n'avais aucun moyen de connaître ces histoires de famille. Mais en même temps, elle y a vu une sorte de confirmation, comme si quelque chose d'inexplicable liait nos vies. Avec le temps, ma mère s'est convaincue que sa grand-mère lui avait été rendue à travers moi. Cela l'a même rassurée, parce qu'elle avait toujours considéré sa grand-mère comme la personne la plus importante de son monde. Elle est allée consulter une voyante qui lui a dit que, dans chacune de nos vies, nous finissons toujours par être réunis sous différentes formes, parfois comme sœurs, parfois comme mère et fille, parfois même comme amis proches. Je n'ai pas assisté personnellement à cette scène, mais on me l'a racontée plusieurs fois et elle m'a toujours marqué. Ma petite sœur, qui a aujourd'hui 8 ans, devait avoir 3 ans à l'époque. Un jour, elle se trouvait avec ma grand-mère et, sans prévenir, elle l'a fixée avec un regard très sérieux, presque trop grave pour un enfant de cet âge. Puis elle lui a demandé si elle se souvenait de l'époque où elle avait 1 an et où elle avait été très malade à l'hôpital. Cette remarque a étonné ma grand-mère, parce que c'était bien vrai. Durant les 2 premières semaines de sa vie, ma sœur avait eu de gros problèmes de santé et elle avait été hospitalisée. Depuis, heureusement, elle allait parfaitement bien et personne ne s'attendait à ce qu'elle garde un souvenir d'un âge aussi précoce. Ma grand-mère a donc pensé qu'elle parlait de ce passage parce qu'on lui avait raconté l'histoire, et elle a voulu la corriger en lui expliquant que cela s'était produit seulement quand elle était bébé, pas quand elle avait 1 an. Mais la réponse de ma sœur a complètement changé la conversation. Elle a secoué la tête et, toujours avec ce sérieux troublant, elle a précisé que ce n'était pas de ce moment-là dont elle parlait. Elle a dit que c'était avant, quand elle avait été 1 an encore une fois. Puis elle a ajouté calmement qu'elle avait eu une autre maman à cette époque-là, mais qu'elle pensait préférer celle qu'elle avait maintenant. Ces mots ont glacé ma grand-mère qui n'a pas su quoi répondre. L'idée qu'un enfant puisse parler d'une autre vie,
d'une autre famille et de souvenirs antérieurs, dépassait tout ce qu'elle pouvait comprendre. Pourtant, ma sœur avait dit cela avec un naturel désarmant, comme si c'était une simple évidence, sans chercher à inventer une histoire ou à attirer l'attention. Depuis ce jour, ma grand-mère a toujours gardé cette conversation en mémoire, et elle nous l'a racontée plusieurs fois. J'ai le souvenir étrange d'avoir été le fils d'un seigneur de guerre mongol. Nous vivions dans un pays musulman, et on m'avait donné une épouse qui portait toujours le voile devant tout le monde, sauf lorsqu'elle était seule avec moi. En réalité, je n'avais pas qu'une seule épouse, j'en avais plusieurs, et chacune occupait une place particulière dans ce monde que je dirigeais. J'étais général, un homme de haut rang, respecté et craint, avec des responsabilités immenses. Je revois encore cette immense colonne en marche, un véritable train de guerre qui s'étirait à perte de vue. Il y avait de gigantesques chariots en bois qui transportaient les notables et les chefs, des chevaux nerveux qui piaffaient sous leur harnachement, des bœufs et même des yaks utilisés pour tirer les charges les plus lourdes. Autour de cette armée en mouvement, gravitaient des soldats en armes, des cuisiniers qui transportaient des vivres, des marchands prêts à vendre ou troquer, des femmes de passage, et toute une foule bigarrée de suiveurs qui composaient la vie d'un camp en guerre. Tout cela se passait aux alentours des années 1100, et ce que j'ai vu m'est revenu avec une netteté troublante, comme si je regardais un film dont j'étais à la fois le spectateur et le personnage. Aujourd'hui je suis une femme, et c'est encore plus étrange de me dire que j'ai pu me voir dans la peau de cet homme d'un autre temps. C'est fascinant parce que ces images n'avaient rien d'attendu, elles ne ressemblaient pas à un rêve ordinaire ni à une invention volontaire, elles me semblaient trop précises, trop particulières pour que je les ai simplement inventées. Ma grand-mère est décédée il y a environ 10 ans. Nous étions très proches et, tout au long de ma vie, elle m'avait toujours répété que, lorsqu'elle mourrait, elle deviendrait mon ange gardien et qu'elle continuerait à veiller sur moi. Ces mots m'étaient restés gravés dans la mémoire, comme une promesse à la fois réconfortante et mystérieuse. Quelques années plus tard, ma fille, qui a aujourd'hui 5 ans, avait alors à peine 3 ans et traversait une période très difficile. Presque chaque nuit, elle était victime de terreurs nocturnes. Elle se réveillait en hurlant, incapable de se rendormir, agitée par des peurs que je ne pouvais pas comprendre. Mes soirées étaient rythmées par ces moments où je restais auprès d'elle, essayant de la calmer. Je lui lisais des histoires, je lui parlais doucement, je lui chantais parfois des berceuses, tout ce que je pouvais faire pour l'apaiser et l'accompagner jusqu'à l'endormissement. Un soir, alors que l'atmosphère était plus calme et que nous parlions tranquillement, je lui ai posé une question simple et innocente, presque comme un jeu. Je lui ai demandé ce qu'elle aimerait devenir plus tard quand elle serait grande. Je m'attendais à une réponse classique, vétérinaire, danseuse, médecin ou princesse, mais à ma grande surprise elle m'a regardé très sérieusement et m'a dit qu'elle n'allait pas être grande plus tard, parce qu'elle avait déjà été une adulte. Sur le moment, je n'ai pas compris. Intrigué, j'ai insisté, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et c'est là qu'elle m'a répondu avec un calme déconcertant que, lorsqu'elle était adulte, elle avait été ma grand-mère. J'ai ressenti un frisson en entendant ces mots. Je ne savais pas si je devais sourire de cette imagination enfantine ou m'inquiéter de ce que cela signifiait vraiment. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à me raconter une histoire très précise, un souvenir qui m'appartenait à moi seul. Elle m'a dit que quand j'étais petite, j'avais eu un accident dans la cuisine. J'avais été brûlée en essayant de l'aider à préparer le dîner. Cette scène était réelle, elle s'était effectivement produite, et pourtant je n'en avais jamais parlé à ma fille, ni à personne en dehors de quelques proches à l'époque. Sur le moment, j'ai eu la chair de poule. Elle décrivait cet événement avec une innocence totale, sans chercher à me faire peur, mais ces mots me ramenaient à ce souvenir douloureux que seule ma grand-mère et moi partagions. C'était comme si, à travers ma fille, ma grand-mère me rappelait qu'elle était toujours là, fidèle à sa promesse, veillant sur moi et sur la nouvelle génération. Après cette soirée, ma fille n'a plus reparlé de cette histoire. Elle a grandi, ses terreurs nocturnes ont fini par disparaître, et la vie a repris son cours. Mais moi, je n'ai jamais oublié cette révélation. Chaque fois que je repense aux paroles de ma grand-mère et à ce moment étrange,
j'ai le sentiment que les liens entre les générations sont parfois bien plus profonds et mystérieux que ce que l'on peut expliquer. Quand ma mère était enceinte de moi, elle avait un border collie qui s'appelait Spot. Ce chien était son meilleur ami, son compagnon de chaque jour, et elle partageait avec lui un lien très fort. Malheureusement, Spot est mort durant les derniers mois de sa grossesse, et cet événement l'a tellement bouleversé qu'il a fini par déclencher son travail. Ma mère m'a souvent dit qu'elle était persuadée que l'esprit de Spot vit en moi. Selon elle, certains de mes comportements lui rappellent tellement ce chien qu'elle ne peut pas s'empêcher d'y voir une continuité. Et moi-même, je dois reconnaître que je me sens parfois un peu chien dans ma manière d'être, même si ce n'est pas forcément lié à ce qu'elle me raconte. J'aime m'installer devant la fenêtre et regarder fixement la rue, observant les passants comme si je pouvais passer des heures à guetter le moindre mouvement. Je ressens aussi une joie presque démesurée quand la porte s'ouvre et que quelqu'un arrive. Ce n'est pas une excitation incontrôlable comme sauter partout ou vouloir lécher les visages, non, mais c'est une joie simple, pure et spontanée, une chaleur intérieure qui se réveille aussitôt qu'une visite imprévue se présente. Dans ces instants, je sens cette même fidélité, cette même curiosité et ce même enthousiasme qu'on retrouve chez un chien qui reconnaît ses proches et qui s'émerveille de la moindre compagnie. Quand j'avais 10 ans, ma famille proche et quelques membres de ma famille élargie sommes partis en vacances en Espagne. Nous avions l'habitude d'y aller presque chaque année, mais cette fois-là nous avions choisi un petit village de pêcheurs chargé d'histoire, un endroit magnifique que nous avons tous adoré. Je n'avais reçu aucune éducation religieuse, absolument aucune, et pourtant ce voyage a marqué un tournant dans ma mémoire. Un soir, après le dîner, nous sommes rentrés dans l'église du village. C'était un édifice très ancien, encore plus vieux que le village lui-même, l'une des toutes premières églises chrétiennes d'Espagne, bâtie en partie dans la montagne. Dès que j'ai franchi son seuil, quelque chose m'a submergé. J'ai été envahi par une émotion que je n'avais jamais connue auparavant, une tristesse profonde mêlée d'une familiarité troublante. J'ai parcouru chaque recoin, chaque alcôve, chaque ombre de cette église comme si je redécouvrais un lieu que j'avais déjà habité. Je me souviens encore du bassin d'eau bénite, une vasque d'argent finement travaillée, décorée avec un soin presque hypnotisant. Je suis resté longtemps à la contempler, incapable de détourner le regard. Puis, sans comprendre pourquoi, j'ai allumé un cierge et j'ai murmuré une prière. À 10 ans, élevé loin de toute religion, je n'avais jamais appris à prier, et pourtant, à cet instant, les mots sont venus naturellement. J'ai dû me retenir pour ne pas éclater en larmes, tellement l'émotion était forte et incontrôlable. Ce n'était pas le village qui me paraissait si étrange, ni l'Espagne elle-même, mais uniquement cette église. Elle semblait me parler, comme un écho venu d'un autre temps, une voix silencieuse qui réveillait en moi une nostalgie impossible à expliquer. Ce lieu m'était à la fois familier et infiniment triste, comme si une partie de moi avait déjà vécu quelque chose entre ces murs de pierre. Je vis avec un trouble dissociatif de l'identité. Quand j'étais plus jeune, avant même de consulter un psychologue et de comprendre ce qui se passait en moi, j'étais persuadé d'avoir vécu une vie antérieure. L'une des autres présences dans ma tête est un cheval, et il possède ses propres souvenirs, des images et des sensations qui ne viennent pas de moi. J'y croyais fermement à l'époque, et même aujourd'hui, il m'arrive encore d'entretenir cette idée, même si je n'en parle pas beaucoup. Beaucoup de gens se moquent ou jugent durement ceux qui affirment avoir vécu des vies passées, et à cela s'ajoute le fait que le trouble dissociatif lui-même n'est pas encore vraiment reconnu ni compris par la plupart. Alors je garde souvent le silence. Mais parfois je me dis en riant que peut-être, le jour de ma naissance, quelques âmes supplémentaires se sont retrouvées coincées avec moi. Quoi qu'il en soit, que j'y croie totalement ou non, ces souvenirs sont bien là, et ils restent vivants en moi. Ces mémoires racontent la vie d'un cheval dans une région d'Asie, probablement au Kazakhstan ou en Mongolie. Je me revois appartenant à une petite famille qui élevait des moutons, des chèvres et quelques autres chevaux. Leur maison se trouvait sur une vaste steppe, plate et sans fin, et au loin on distinguait toujours la silhouette des montagnes bleutées qui fermaient l'horizon. Le maître de la famille me montait pour aller en ville ou pour guider les troupeaux, son épouse me laissait tranquille et ne montait que rarement, mais leur jeune garçon venait souvent me voir.
Il s'approchait timidement, il posait parfois sa main contre mon encolure et restait simplement là à m'observer, comme si sa présence suffisait à me réchauffer dans le vent froid de la steppe. Ce que je ressens le plus clairement, c'est l'hiver. Le froid mordant, la neige qui recouvrait tout, le souffle qui s'échappait de mes naseaux en nuages blancs, et le silence immense qui enveloppait le paysage. Je me souviens aussi de la faim, qui s'est déroulée en plein hiver. Ils m'ont abattu d'un coup de feu, et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Peut-être que j'étais blessé, peut-être qu'ils n'avaient plus les moyens de me garder, je ne sais pas. Mon frère aîné est mort quelques minutes seulement après sa naissance. Mes parents en ont été bouleversés, et ce drame les a poussés à tout faire pour avoir un autre enfant. C'est ainsi que je suis venu au monde, déjà désiré, attendu avec une force immense, comme si ma simple existence devait réparer une blessure. Ils n'aiment pas beaucoup parler de lui, ce frère que je n'ai jamais connu, mais lorsqu'ils le font, ils remarquent toujours que nous avons des points communs. Bien sûr, on ne peut pas comparer grand-chose avec un bébé, et pourtant, ils sentent une ressemblance, une continuité. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne tiennent jamais ce genre de propos devant ma petite sœur, seulement devant moi, comme si ce lien ne concernait que lui et moi. Depuis mon enfance, j'ai l'impression de porter en moi des traits masculins très marqués, même si je ne m'identifie pas totalement à un genre en particulier. Ma façon de penser est assez neutre, sans préférence pour un côté ou pour l'autre, que ce soit dans mes opinions, mes choix de vêtements ou encore ma manière d'aimer. J'ai toujours eu la conviction que c'est parce que nous sommes, en quelque sorte, une seule et même personne, réunie en moi, comme si une part de lui avait trouvé refuge dans mon existence. Je n'ai jamais osé confier cela à mes parents, de peur qu'ils l'interprètent mal, qu'ils pensent que j'essaie de diminuer la douleur de sa perte ou que je manque de respect. Mais au fond de moi, ce sentiment est là depuis toujours, cette intuition profonde que je suis plus que moi-même. Je dois aussi dire que je ressens une colère particulière envers le médecin qui a failli lors de l'accouchement. Mes parents m'ont raconté qu'il avait dit à ma mère qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant après ce drame, et qu'il avait déjà commis des erreurs lors d'autres naissances. Je n'ai jamais connu cet homme, et pourtant, il est sans doute la seule personne pour laquelle j'ai ressenti une haine aussi vive. Rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. Cela me semble irrationnel, parce que je n'ai pas pour habitude de garder des sentiments négatifs, je sais qu'il me ferait plus de mal qu'à lui, mais ce ressentiment existe malgré tout. C'est comme si je portais non seulement ma propre voix, mais aussi celle de mon frère, pour condamner l'injustice qu'il a subie. Deux ans avant la naissance de mon fils, un de mes oncles est décédé. Il s'appelait Sonny. Quand mon fils a eu environ 2 ans, je me souviens d'un moment où j'étais allongé sur le lit avec lui, un livre entre les mains, en train de lui lire une histoire. Sans prévenir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je suis l'oncle Sonny ». J'ai été tellement surprise que je n'ai rien répondu, et je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir posé de questions à ce moment-là. Après cette déclaration, il n'en a plus jamais reparlé. Mon oncle Sonny n'était pas vraiment un modèle. Il est mort dans le lit de sa maîtresse, et il avait la réputation d'avoir des penchants assez douteux. Pourtant, un détail m'a toujours intrigué, le fils de Sonny est devenu une figure paternelle pour mon propre fils. Leur lien est très fort, presque comme celui d'un père et de son enfant, et je ne peux m'empêcher d'y voir une continuité étrange, comme si une sorte de fil invisible unissait encore ces relations d'une vie à l'autre. Je crois en la réincarnation, et je crois aussi que certaines familles restent liées au fil des vies, traversant les époques et se retrouvant sous des formes différentes. Dans ma propre famille, je le ressens profondément. Par exemple, ma sœur et moi sommes très proches, mais il y a toujours cette pointe de rivalité entre nous, comme si cette compétition existait déjà depuis longtemps. Je suis convaincu que j'ai été sa mère dans une vie antérieure. Même si, dans cette vie-ci, je suis plus jeune qu'elle, je la protège, je la conseille, je prends soin d'elle comme le ferait une aînée, et au fond de moi je me sens plus âgé qu'elle. Ces impressions ne sont pas de simples coïncidences. Elles donnent le sentiment que les âmes reviennent, se retrouvent et rejouent, d'une vie à l'autre, des rôles différents mais toujours liés par un même attachement.
ma mère et moi avons toujours eu le sentiment que nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que cette vie. Ce qui nous a vraiment troublés, c'est un rêve que nous partageons toutes les deux, presque identique dans les détails. De mon côté, le rêve se déroule à l'époque du Far West. Je me trouve dans un saloon, vêtu d'une robe rouge et noire à l'allure typiquement western. Je suis assise sur les genoux d'un homme, un verre à la main, en train de regarder une partie de poker qui se joue devant moi. L'ambiance est bruyante, animée, mais ce qui me frappe surtout, c'est que je distingue très clairement une seule personne dans la salle, ma mère. Dans son rêve à elle, elle est la propriétaire du saloon. Elle marche entre les tables, ramasse les verres vides, sert des tournées et veille sur l'endroit comme si c'était sa maison. À un moment, elle monte l'escalier et s'arrête sur le palier. En se penchant au-dessus de la rambarde, elle aperçoit mon visage, parfaitement reconnaissable, au milieu de la foule indistincte. Le plus étrange, c'est que dans nos rêves respectifs, nous ne voyons clairement que le visage de l'autre, comme si le reste du décor et des personnages n'était qu'un arrière-plan flou. Quand ma mère m'a raconté son rêve et qu'elle a décrit précisément la tenue que je portais, j'ai eu un frisson, parce que c'était exactement ce que je voyais moi aussi. Je lui ai alors confié ma version, et nous avons toutes les deux compris que ce n'était sans doute pas une simple coïncidence. Nous avons fini par nous dire que nous avions déjà partagé une vie ensemble, qu'à une autre époque nous nous étions croisés dans ce saloon du vieux monde, et que ce lien avait traversé le temps pour nous ramener l'une vers l'autre encore une fois. Je ne suis pas certain de croire à la réincarnation, pourtant deux événements très étranges me sont arrivés quand j'ai passé quelques mois chez un ami dans le sud de la Californie. La première fois, nous étions un groupe d'amis qui revenaient d'Hollywood en direction d'Orange County. Nous avons enchaîné une série de mauvais virages et, sans comprendre comment, nous nous sommes retrouvés à South Central. Imaginez la scène, 6 jeunes blancs, aucun de nous n'était du coin, et nous avions tous grandi avec les histoires effrayantes qu'on racontait à propos de Compton à la fin des années 80. Le conducteur a commencé à paniquer, incapable de savoir où aller, et c'est à ce moment que j'ai parlé sans réfléchir. J'ai dit, tourne à gauche là-bas, ensuite à droite au deuxième feu, puis encore à gauche, et on sera sur l'autoroute. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons retrouvé la route sans problème, alors que je n'étais arrivé à Los Angeles que 2 jours plus tôt et que je n'avais jamais mis les pieds dans ce quartier. Je n'avais même pas prêté attention au chemin que nous avions pris à l'aller, mais quelque chose en moi savait parfaitement comment nous sortir de là. La deuxième expérience est arrivée 2 jours plus tard, alors que nous faisions du vélo à Huntington Beach. Nous sommes passés devant un hôtel qui m'a immédiatement mis très mal à l'aise. Dès que je l'ai vu, j'ai senti au plus profond de moi qu'il n'avait rien à faire à cet endroit, comme s'il déformait le paysage ou trahissait la mémoire du lieu. Intrigués, nous avons regardé la pierre de fondation, et il était écrit qu'il avait été construit en 1967. Pourtant, cette impression persistait, dans mon esprit, cet hôtel n'avait jamais dû exister là. Toute ma vie, jusqu'à ce moment, j'avais déjà eu la sensation étrange que je devais appartenir à la Californie du Sud, sans jamais comprendre pourquoi. Après avoir vécu ces 2 expériences rapprochées, mon ami a conclu que j'avais probablement vécu là dans une autre vie. Un soir, ma fille m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Elle m'a demandé si je me souvenais du moment où elle était morte, ou du moment où sa famille était morte. J'ai d'abord cru à une phrase isolée, mais elle a continué à parler avec une intensité et une précision qui ne correspondaient pas à son âge. Elle m'a expliqué qu'elle avait eu 3 frères, dont elle m'a même donné les prénoms, mais que je n'ai malheureusement pas retenus. Elle m'a raconté qu'ils étaient tous morts, puis que ses parents étaient morts à leur tour, et qu'elle avait fini elle-même par mourir. Mais dans cette vie passée, elle était un garçon. Elle parlait de tout cela avec une gravité incroyable, comme si elle revivait un souvenir enfoui. Puis, après avoir déroulé ce récit douloureux, elle a ajouté que maintenant, dans cette famille, elle se sentait mieux. Elle m'a dit qu'elle préférait être ici parce que nous avions des médicaments qui fonctionnaient, et ces mots simples traduisaient une lucidité bouleversante. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer longuement, comme si elle faisait réellement le deuil de cette autre vie. Pendant près d'1 heure, je suis resté auprès d'elle, essayant de l'apaiser, de la réconforter,
mais je voyais bien que son chagrin était profond et sincère. Elle n'avait que 6 ans, elle était autiste et avait des difficultés de langage, ce qui rendait cette expérience encore plus choquante pour moi. J'étais bouleversé qu'elle ait pu exprimer une histoire aussi détaillée et cohérente malgré ses retards de parole. Ce n'était pas une phrase lancée au hasard, c'était tout un récit chargé d'émotions, une mémoire douloureuse qu'elle semblait porter en elle. Le plus troublant est que le lendemain, elle a répété exactement la même histoire à ma sœur. Presque mot pour mot, elle a décrit les mêmes événements, avec la même intensité, comme si elle avait besoin de partager ce souvenir avec d'autres pour alléger son fardeau. Ce n'était pas une invention passagère, ni un jeu d'enfant. C'était une expérience qui paraissait profondément ancrée en elle, et qui m'a laissé avec plus de questions que de réponses. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.